Alors, bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis. Alors, attendez, je vais regarder vos premières. Hop là. Donc, nous sommes réunis ensemble pour ce webinaire sur l'épuisement professionnel. Donc, quelques règles. Voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Sachez que vous pourrez revisionner ce webinaire en replay. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. Donc, c'est la 6e année des Semaines de l'évolution professionnelle. C'est un événement qui est organisé par l'APEC et Avenir Actif. Donc, du lundi 6 au vendredi 17 octobre 2025. Donc, vous avez encore 4 jours pour en profiter pleinement. Vous avez jusqu'à 75 webinaires thématiques voilà, sur l'ensemble de la vie professionnelle, du projet professionnel, de tout ce qui gravite autour du professionnel. Vous avez des webinaires employeurs et des webinaires destinés aux salariés ou voilà, à tout public. Donc moi, je suis Christine Petiot, je suis coordinatrice pédagogique du CEP pour Avenir Actif au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous représenterai en fin de webinaire ce qu'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et au titre d'Avenir Actif, nous délivrons le Conseil en évolution professionnelle auprès des salariés de droit privé et des indépendants. Donc, je vous représenterai le Conseil en évolution professionnelle et Avenir Actif en fin de webinaire. Donc, le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est la situation d'épuisement professionnel. Donc, en particulier, je vais vous présenter le plan. On va voir 3 grosses thématiques, le burn-out, le bore-out et le brown-out. Donc, voilà, le burn-out, on va commencer, on va voir les caractéristiques du burn-out. N'hésitez pas à faire vos remarques dans le chat, à poser vos questions, à apporter des éléments. Voilà, l'important, c'est qu'on puisse partager aussi. Alors, le burn-out, donc c'est une situation d'épuisement professionnel. Donc, c'est un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Et le burn-out est caractérisé par 3 éléments. Donc, c'est ce que les médecins du travail ou les médecins traitants vont s'attacher à déterminer pour essayer d'évaluer si la personne est en situation de burn-out. Donc, un épuisement émotionnel, c'est-à-dire le fait que la personne a la sensation d'être vide émotionnellement, voilà, de ne plus avoir de ressources émotionnelles. Donc, elle peut ne plus rien ressentir, par exemple, ou être vidée émotionnellement. La dépersonnalisation ou l'insensibilité aux personnes rencontrées, c'est-à-dire que, par exemple, dans son travail, si la personne est en relation avec du public, elle aura plutôt des sentiments négatifs et elle verra plutôt le public comme des objets, quoi. Elle remplira sa tâche de matière répétitive, mais elle ne cherchera plus à interagir de manière positive avec les personnes qu'elle rencontre. Et un sentiment de non-accomplissement personnel, donc on va le voir, c'est un cycle dans lequel on rentre et où le salarié, le travailleur finit par se dévaloriser à la fois son travail, ses compétences et puis lui-même. Donc c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail sur le plan émotionnel. Voilà, donc là on a vu la définition et les caractéristiques du burn-out. Donc les 3 éléments qu'on vient de citer, ce sera des éléments qui vont être recherchés par les médecins, par exemple par le biais de tests. Donc on en parlera tout à l'heure, le test de Maslach par exemple. Alors si on fait un petit schéma,
Voilà, donc au départ, il peut y avoir une situation de pression, qui est une situation de pression qui va être soit exercée par l'entreprise, par un ensemble d'événements de l'environnement, donc par l'entreprise, par des causes externes, ou qui va être exercée par soi-même, hein, par une très forte volonté de prouver sa valeur, un très fort besoin de reconnaissance. Voilà, ça peut être des causes externes et des causes internes qui vont générer un surinvestissement. La personne, à force de travailler, va se sentir débordée, et elle peut se sentir débordée parce qu'elle peut avoir, voilà, il peut aussi avoir évidemment dans la pression le facteur de charge de travail importante, donc voilà, qui va s'allier avec d'autres causes, donc un surinvestissement de la personne qui va se sentir débordée, qui va prendre sur soi-même, qui va éponger la masse de travail, ou qui va éponger le stress qu'elle ressent, qui va se ressentir débordée, qui va reprendre sur elle-même. Elle va ensuite avoir des difficultés à se reposer. Donc les difficultés à se reposer vont générer de la nervosité, de la fatigue permanente, perte de contrôle de l'émotivité, et finalement un épuisement qui va aboutir à une situation de burn-out. Donc voilà, c'est un schéma qui simplifie, qui simplifie un peu le cadre, mais voilà. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des questions ou des commentaires dans le chat. Donc, si on schématise au niveau de l'engagement, comment le processus d'épuisement va se mettre en place. Donc, au départ, il y a une situation normale, déjà d'engagement, souvent plutôt fort, mais d'une manière très positive. Donc, qui va se caractériser par du plaisir au travail, une efficacité professionnelle, un état de bien-être. Voilà, une situation où le salarié est engagé dans son travail. Pour l'instant, ça n'a que des effets positifs. Il va ensuite passer dans une situation de surengagement. Donc là, un peu d'anxiété va venir se rajouter donc, au plaisir qu'il avait. Et il va y avoir les premiers symptômes de troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles dermatologiques. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Ça peut être un seul des trois, ça peut être tous les trois. Donc voilà, après, c'est les médecins qui évaluent les troubles et qui, petit à petit, posent des diagnostics. Après la phase de surengagement, la personne va passer dans une phase, qu'on va dire, d'acharnement frénétique. Donc, où l'anxiété qu'il y avait au départ va se transformer en anxiété majeure, et ça va prendre le pas sur le plaisir. Donc cette phase-là va être caractérisée par un travail excessif et compulsif, et les premiers symptômes qu'on avait au départ vont s'installer durablement et vont devenir chroniques. Donc là, donc la situation d'épuisement professionnel là est en train de se mettre en place avec du trouble du sommeil chronique, voilà, là, une fatigue qui augmente, hein, dès que le sommeil est plus faible ou haché, donc évidemment la fatigue va augmenter derrière. Et puis après, plein de pathologies qui peuvent se mettre en place, l'hypertension artérielle, etc. Et là, dans cette phase-là, donc la personne va fournir un travail excessif, elle va être plus fatiguée, donc elle va être moins efficace. Pour compenser, elle va chercher à travailler encore plus. Donc là, on s'installe dans un cercle vicieux qui vont mener à la situation d'épuisement. Voilà, donc c'est ce qu'on a mis ensuite sur en bas. On arrive ensuite à l'effondrement de la personne. Alors, je vois qu'il y a une question d'une personne. Bonjour, j'ai vécu 4 situations. Attendez, je vais masquer ici. Donc, bonjour, j'ai vécu 4. Alors, Estelle, merci pour le plan. Ouais, c'est ça, burn-out, burn-out, burn-out. Donc, Émilie, bonjour, j'ai vécu 4 burn-out en 10 ans et je ne veux plus retourner dans mes anciens métiers, mais comment ne pas retomber dans ce problème dans mes futures missions? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, Émilie. Il y a un travail personnel à faire avec quelqu'un qui pourrait vous accompagner
soit quelqu'un du milieu médical, soit autre, mais certainement quelqu'un du milieu médical qui pourrait vous accompagner pour travailler avec vous sur qu'est-ce qui a provoqué les burn-out, donc milieu médical, psychologue, tout ce champ-là. Et puis après, il y a la partie aussi professionnelle. Voilà, essayez de travailler sur, dans vos expériences, quels ont pu être vos intérêts professionnels, quels ont pu être vos désintérêts professionnels. Essayez de cerner ce qui ne vous a pas convenu en termes professionnels, voilà, au niveau de la pression, au niveau de l'organisation du travail, pour se relancer sur un projet qui va aller sur des bases différentes, sur un cadre de travail différent. Mais il y a bien sûr effectivement la partie médicale à prendre en compte et sur laquelle être accompagné, voilà, que ce soit par un médecin, par un psychologue, en tout cas un professionnel de ces questions. Bonjour, dès la phase 2, sur engagement puis acharnement frénétique, il me semble que la responsabilité de l'effondrement repose uniquement sur le professionnel et non sur l'organisation. Alors, il faudrait préciser votre question, Céline. Je ne sais pas si vous voulez dire que la slide met plus en avant la responsabilité du professionnel ou de l'organisation. Si je la reprends. Alors, bien entendu, Céline, pour préciser, on l'a dit, il y a plusieurs causes dans la pression. Il y a évidemment des causes qui sont liées à l'organisation. Évidemment. Une grosse partie des causes vont être liées à l'organisation. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais bien entendu, l'organisation du travail, la pression exercée, la manière dont la pression est exercée vont être des facteurs très forts de burn-out et vont causer des burn-out. Sous quel délai? Voilà, l'idée, c'était pas du tout dire que la personne, c'est la faute de la personne, hein, c'était pas du tout ça. Sous quel délai arrive-t-on à ces phases? Alors ça va être très variable. Ça peut être très variable. Donc les médecins du travail, les médecins traitants vont pouvoir voir les premiers signes qui s'installent et prévenir le burn-out. Ça, avec d'autres choses, on va y revenir. Mais le délai peut être très variable hein, selon les cas de figure. Donc Sandrine, pareil, hein, évidemment que l'environnement professionnel joue un rôle. Ce qui, tout à fait, c'est la pression initiale qui était dans le schéma précédent. Évidemment, dans la pression, ça peut être une mauvaise répartition des tâches, donc avec une charge de travail trop importante sur une personne. Ça peut être un management toxique, contraignant. Ça peut être plein d'éléments liés à l'organisation de la société, bien sûr. Il va y avoir aussi peut-être des facteurs personnels, mais bien sûr, l'organisation du travail et l'organisation de la société dans laquelle vous êtes joue un rôle très important dans l'apparition des burn-out. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises mettent en place des moyens de prévention du burn-out, bien entendu. Alors, autrement, pour les autres questions. Alors. Donc là, on a un partage. Sandrine, lorsque j'ai pris contact avec la médecine du travail qui a informé ma direction sur mon état, j'ai eu droit à un entretien de recadrage. Ce n'est pas le rôle de la médecine du travail. Le rôle de la médecine du travail est de vous accompagner dans cette phase difficile, de vous orienter aussi éventuellement vers le médecin traitant. Donc oui, son rôle n'est pas celui que vous décrivez. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu et puis après, je répondrai à votre question. Donc, au niveau, comment va ensuite se manifester le burn-out? Alors, des manifestations émotionnelles, voilà, avec une forte irritabilité, une hypersensibilité. Autrement, ça peut même être l'inverse, ça peut être un vide total et une insensibilisation. Des manifestations physiques, on l'a dit, hein, prise de poids, troubles du sommeil, tension musculaire, etc. Cognitives, donc ça va être des pertes de mémoire,
des baisses de concentration très fortes ou une concentration qui dure très peu de temps, une prise de décision au niveau professionnel, sur le poste ou en dehors de la vie professionnelle difficile, comportementale, donc repli sur soi, isolement, agressivité, et motivationnelle, donc une motivation dans le cadre du travail qui peut diminuer, mais globalement, une baisse de morale et puis une dévalorisation de soi. Alors, pour détecter, pour essayer d'évaluer si la personne est en phase de burn-out, donc les médecins, notamment les médecins du travail, les services de santé au travail vont utiliser, donc soit le médecin ou l'infirmière de santé au travail, vont utiliser le questionnaire de Maslach Burnout Inventory, qui va permettre de repérer les phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail et permettre l'expression des difficultés. Voilà, donc le test, il va être pris en compte, au-delà du test, donc les données de vécu du travail de la personne, donc ce qu'elle va exprimer, et des signes cliniques observés, voilà, et entendus par l'équipe de service de santé au travail. Le questionnaire de Maslach, il va essayer, si je vous remontre les slides précédentes, d'évaluer ces 3 niveaux, l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le sentiment de non-accomplissement personnel. Voilà, donc il y a plusieurs tests. Maslach, c'est celui qui est le plus utilisé. Il y a aussi Copenhagen Burnout Inventory. Voilà, mais ça reprend un peu les mêmes éléments. Alors, on le disait tout à l'heure, les entreprises doivent agir pour prévenir les facteurs de risque psychosociaux et les facteurs de burn-out. Donc, veiller donc voilà, elles doivent déjà former des personnes au sein de l'entreprise sur ces questions-là, sur les questions des risques psychosociaux. Il doit y avoir des référents sur ces questions-là. Donc, plus il y aura des personnes informées au niveau des RH, au niveau du RSE, enfin, au sein de l'entreprise, les préventeurs, donc plus ce sera facile de prévenir les risques psychosociaux. Donc, elle doit veiller à une bonne organisation du travail, c'est-à-dire à une répartition de la charge de travail qui ne générera pas une charge trop forte sur certaines personnes. Elle doit garantir une présence du collectif et un soutien social au sein du collectif. Une juste reconnaissance du travail. Un des facteurs aussi de burn-out, c'est l'absence de reconnaissance. Donc, les salariés doivent trouver au sein de leur entreprise la reconnaissance du travail qu'ils effectuent. Les personnes doivent aussi donc donner ou solliciter des marges de manœuvre, c'est-à-dire que le salarié doit aussi pouvoir prendre des décisions sur son poste. Il doit aussi être décisionnaire sur son poste et adapter des choses sur son poste. Voilà, et discuter des critères de qualité du travail. Je vais essayer de répondre à vos questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, donc il y a plusieurs témoignages. Donc, alors, Géraldine a mis les délégués du personnel, les syndicats à l'inspection du travail sont des recours possibles. Oui. Ah, la caméra est mal orientée. Ok. Ok. Donc oui, et la médecine du travail, hein, je le répète, c'est le rôle de la médecine du travail d'accompagner les salariés sur toutes les questions de mal-être au travail, et le médecin traitant aussi, mais tout à fait, il y a des recours au sein de l'entreprise, délégué du personnel syndicat, et hors de l'entreprise, l'inspection du travail, surtout en cas de conflit et de non-reconnaissance de ce que vous vivez. Fait, hein, ok, d'accord.
Alors, donc, Lauriane, vous dites, mais comment faire si l'accompagnement n'existe pas? Vous devez, en tous les cas, pouvoir solliciter le service de santé au travail, que ce soit un service au sein de l'entreprise ou que ce soit un service à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire un service interentreprise. Donc ça va dépendre aussi de la taille de votre entreprise. Mais vous pouvez toujours solliciter une infirmière ou un médecin du travail pour une visite à la demande du salarié. Alors, ok, donc là on a plusieurs témoignages. Ok, donc il y a plusieurs personnes parmi vous hein, qui témoignent du fait qu'ils se sentent abandonnés. Alors peut-on revoir le slide des symptômes? Donc le slide des symptômes, voilà, c'était celui-ci. J'essaye de balayer tous les messages. Alors, ok. Donc la reconnaissance en maladie professionnelle pour le burn-out. Alors c'est une thématique assez compliquée. Le burn-out n'est pas inscrit sur la liste des maladies professionnelles. Par contre, vous pouvez avoir une reconnaissance tout de même de maladie professionnelle, une reconnaissance individuelle de maladie professionnelle sur le burn-out. Voilà, donc c'est possible, mais ça ne fait pas partie, ça va être plus difficile qu'une maladie qui va faire partie des listes des maladies professionnelles comme les TMS par exemple. Alors, ok. Donc, on va avancer. Donc, au niveau du burn-out, donc, ce qui va être important, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, l'entreprise travaille sur la prévention des risques sociaux, qui est à l'intérieur des gens formés sur la prévention des risques sociaux, que l'organisation du travail veille à tout cela. Alors, à votre niveau, donc, vous allez pouvoir agir sur ce que vous pouvez mettre en œuvre à votre niveau et d'essayer de déterminer donc qu'est-ce qui génère ce mal-être au travail, voilà, de réfléchir sur ce qui génère ce mal-être au travail. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de tableau qui pourrait vous aider, sachant qu'on l'a dit, les organisations du travail sont responsables du burn-out. Après, il peut y avoir des facteurs personnels de fragilité qui jouent dans le déclenchement. Mais là, ce qui va être important, pour partir sur autre chose, et le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner sur un nouveau projet, ce qui va être important, c'est de réfléchir à ce qui a causé le mal-être au travail et sur quoi vous voulez aller. Lorsque vous êtes en entreprise, vous pouvez actionner, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais vous pouvez actionner des dispositifs comme le projet de transition professionnelle, qui vont vous permettre d'aller vers autre chose. Donc si, par exemple, vous êtes en risque d'inaptitude pour une souffrance au travail, vous aurez même des priorités sur un projet de transition professionnelle. Donc voilà ce que vous pouvez travailler seul, mais plutôt accompagné avec des professionnels de ces questions, c'est comment vous vous situez par rapport à ces 6 dimensions. Donc la liberté d'action. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'entreprise doit veiller à ce que les salariés puissent décider sur leur poste aussi, est une liberté d'action, de marge de manœuvre, d'adapter leur poste et de décider. Donc la liberté d'action, comment je me situe au niveau de la liberté d'action, sécurité de l'emploi, sens dans le travail, reconnaissance, soutien et charge de travail. Donc par rapport à ces 6 dimensions, aujourd'hui je me situe où ? Sur quel point se situe le problème. Donc, par exemple, j'ai une perte de sens totale, mon travail n'a pas de sens, je me sens peu soutenue, j'ai une charge de travail beaucoup trop forte. Avant que cela ne se dégrade, comment je me situais? Qu'est-ce qui me paraît acceptable ou supportable aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en approcher? Sur quoi je peux agir?
Voilà, donc ça, c'est des questions qui, dans le processus de reconstruction, vont pouvoir être posées. Alors, on va voir maintenant on va passer au bore-out. Je vais essayer de voir, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages. On va essayer de lire certains témoignages. Alors, Estelle, la médecine du travail peut vous déclarer en inaptitude, mais il faut que ce soit déclaré que ce n'est pas une aptitude pour le poste, mais dans l'entreprise, une aptitude obligeante. Donc, effectivement, lorsque la médecine du travail vous déclare en inaptitude, dans un premier temps, l'entreprise aura une obligation de chercher à vous reclasser, à retrouver un autre poste. Si elle n'en a pas la possibilité, vous pourrez être licencié pour inaptitude. Et après, donc voilà, vous serez licencié pour inaptitude, vous percevrez une indemnité de licenciement et vous pourrez ensuite toucher les allocations chômage et puis vous reconstruire et rechercher un autre poste. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous pouvez déclencher des dispositifs de reconversion avant le licenciement, comme le projet de transition professionnelle, par exemple. Plus il y aura de secouristes au premier secours en santé mentale, plus ces troubles pourront être repérés et les personnes orientées vers des professionnels compétents, tout à fait. Donc, dans le magasin où je travaille, nous sommes 4 à être en arrêt pour épuisement professionnel et l'équipe cadre n'a pas l'air de réagir. Ok, le souci est que notre médecin du travail est horrible, d'accord. Donc, nous n'allons pas la solliciter. Comment pouvons-nous faire pour signaler qu'il y a clairement un problème dans l'organisation de notre magasin? Alors, il faudrait essayer de voir, et j'imagine que vous l'avez fait, mais essayer de voir si un dialogue avec l'employeur est possible. Par exemple, une réunion collective ou un dialogue individuel. Ce serait déjà une première question à étudier. Donc, après, effectivement, là, si la médecine du travail n'est pas opérante, c'est assez problématique. Donc, une des solutions, c'est d'ouvrir un dialogue avec l'employeur. Il faudrait qu'on ait des données sur la taille de l'entreprise, savoir s'il y a des syndicats à l'intérieur de l'entreprise. Il peut y avoir effectivement agir auprès de l'inspection du travail également. Donc là, on ne peut pas aborder tout ça, mais en tout cas, vous pouvez aussi aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il vous accompagne sur ces questions. Pour les managers, existe-t-il des outils de formation pour accompagner son équipe et éviter le burn-out? Bien sûr, il y a beaucoup de formations sur les risques psychosociaux qui sont donnés par des professionnels et les managers ont tout à fait la possibilité de se former. Que faire quand notre employeur nous contacte par téléphone pendant notre arrêt de travail? Là, il y a plusieurs choses. Vous pouvez déjà vous retourner vers les RH de votre entreprise et évoquer ce problème. Alors après, vous pouvez mettre en place des procédures. Voilà. Oui, Gisèle, tout à fait. Vous pouvez demander à changer de médecin du travail. Vous serez suivi par le même service de santé au travail, mais vous pouvez demander à être suivi par un autre médecin du travail. Donc, vous ne pouvez pas changer de service de santé au travail parce que c'est l'entreprise qui s'est affiliée à ce service de santé au travail si c'est un service externe à l'entreprise, mais vous pouvez demander à changer de médecin du travail. Si c'est un service de travail interne à l'entreprise, vous pouvez aussi demander, par exemple, à être plus reçu par l'infirmière de santé au travail que par le médecin. Ok. Alors, on va essayer d'avancer. Alors, on va voir la question du bore-out. Donc, pareil, on va essayer de voir ce qu'il caractérise, quels sont les risques associés. Donc, to be bored, ça veut dire s'ennuyer. Donc, le bore-out, c'est lorsque la personne s'ennuie très, très fortement à son travail,
Voilà, grande souffrance imputable au manque d'activité pendant le temps de travail. Donc, état émotionnel désagréable de faible stimulation et d'insatisfaction engendré par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. Donc là, évidemment, il y a aussi tout à fait une question d'organisation du travail au sein de l'entreprise. Donc, voilà, donc c'est le cas de figure de quelqu'un qui n'a rien à faire sur son poste de travail. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, voilà, soit il n'a absolument rien à faire, soit il a quand même des choses à faire, mais il a très peu d'attitude décisionnelle. Il a très peu d'objectifs ou d'attentes. Il y a très peu d'objectifs ou d'attentes par rapport à son poste. Il peut avoir le cas de figure où il a des compétences, il a des choses à faire, mais il a des compétences bien plus fortes que ce qu'on lui demande de faire. Donc, ça ne correspond pas entre ses compétences et ce qu'on lui demande de faire. Donc, tout devient un peu flou. Hein. Il y a une rupture du temps, dans l'espace, des frontières du métier. Donc, le métier va être très souvent, dans ces cas-là, très mal défini. Les tâches du poste vont être très mal définies aussi. Voilà. Donc là, il va essayer, c'est le cas de figure, la personne va essayer de combler ses journées. Donc, ça va être des tâches souvent monotones, répétitives, voilà, qui ont peu de sens aussi, ou vraiment qui ne correspondent pas à ses compétences. Donc, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu dans le cas du bore-out. Donc, voilà, on va en prendre quelques-uns. Par exemple, les pertes de repères. Ça va être le cas de figure, ça peut jouer aussi dans le burn-out, hein, mais ça va être le cas de figure où l'organisation de l'entreprise a changé à plusieurs reprises. Il y a eu des cas de fusion, des cas de rachat, des cas de réorganisation totale. Donc, en cas de rachat, par exemple, les postes sont doublés. Donc, voilà, il y en a un qui n'a plus rien à faire, en fait, par exemple. Donc, ça va être la perte de repères, ça va être, par exemple, voilà, tous ces cas de réorganisation qu'on voit maintenant, avec des rachats, avec des investisseurs, avec des réorganisations de sociétés, qui créent une perte de repères chez les salariés. Et pour certains, les limites de leur poste deviennent assez floues et ils ont peu de choses à faire. Ça peut être ce cas de figure-là. Ça peut être une volonté de l'entreprise de mettre quelqu'un au placard, entre guillemets. Voilà, donc de l'écarter. La personne n'aura plus rien à faire. Donc là, ça peut être très douloureux. Donc voilà, et ça va bon, comme le burn-out en général, ça va générer un sentiment d'inutilité. Le lien avec le collectif, généralement, est beaucoup moins fort. Parce que la personne se visualise aussi, elle, comme ayant peu d'utilité, et donc elle trouve moins sa place dans le collectif. Voilà, c'est des cas donc organisationnels, c'est ce qu'on a dit aussi un petit peu, hein, c'est toutes les réorganisations où il n'y a pas une réflexion sur quelle est la place que va reprendre chacun au sein de la nouvelle organisation. Donc, voilà, très faible satisfaction au travail au départ. Donc ça génère du stress. Donc stress, sentiment d'inutilité, dévalorisation de soi. Ça peut être aussi des difficultés à décrire même ce qu'on fait à l'extérieur, hein, difficulté à parler de son travail. Voilà, le fait qu'on ne fasse rien peut être très mal assumé. Donc diminution de l'engagement, comportement contre-productif. Donc par exemple, paradoxalement, en situation de bore-out, les gens vont encore plus procrastiner parce qu'ils ont très peu de choses à faire, mais ils vont encore plus procrastiner parce que ça n'a plus de sens et ils savent qu'ils vont le faire assez vite, qu'après ils n'ont plus rien à faire, donc ils vont encore même plus reporter les choses à faire et donc intention de quitter l'entreprise. Donc
ce qui va se mettre en place, ce que le salarié va mettre en place, donc au départ, il va rationaliser, il va pouvoir se dire non, mais c'est pas très grave. Peut-être que ça va durer pour une période où je vais m'adapter, etc. Donc voilà, il va essayer d'y voir des intérêts. Bon, il se dire qu'il est moins fatigué, qu'il a plus de temps. Ensuite, créativité, c'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit dans les situations de burn-out, c'est que la personne, donc petit à petit, elle va essayer de chercher d'autres choses à faire, même si ça n'a pas beaucoup de sens, mais elle va essayer de s'inventer des tâches. Elle va même ensuite, par la suite, faire des choses personnelles sur son lieu de travail. Voilà, par exemple, ça peut être ces cas-là. Donc, ce qui va être important pour sortir de ça, c'est de parler avec les managers de proximité, les services RH. Donc ça va être très important de trouver des relais au sein de l'entreprise. Donc, d'en parler aussi auprès de la médecine du travail, évidemment. Donc, ça va être important d'avoir des relais au sein de l'entreprise. Alors, si j'essaye de reprendre un peu vos questions, après un burn-out et une rupture conventionnelle comme porte de sortie, est-ce que les conseillers France Travail sont aptes formés dans l'accompagnement au retour à l'emploi? Alors, moi, nous, on n'accompagne que les salariés de droit privé, les indépendants. Après, effectivement, il y a des accompagnements en place auprès de France Travail pour être sensibles à ces questions, qui sont sensibles à ces questions-là. Alors Céline, je trouve qu'il manque de spécialistes du sujet, surtout de coordination entre les pros nécessaires à traiter les différents symptômes. Y a-t-il un référentiel de pros dans ce domaine? Votre remarque est certainement vraie. Les référentiels de pros, alors là, on va pas pouvoir en transmettre sur ce webinaire. Donc oui, il y a des psychologues qui travaillent spécifiquement sur ces questions-là. Il y a au sein des entreprises, on a évoqué le service de santé au travail, il y a de plus en plus de psychologues du travail au sein des entreprises et dans les services de santé au travail qui travaillent de manière spécifique sur ces questions et vers lesquelles les médecins du travail doivent vous réorienter. Il y a aussi des structures, vous pouvez chercher par département, ça peut être des structures associatives qui travaillent sur les questions du mal-être au travail et les questions de burn-out, de bore-out et de burn-out. Donc oui, il y a des structures. Votre remarque peut être aussi très vraie sur le manque de coordination. Alors après, on a d'autres témoignages. Donc à France Travail, il y a des psychologues du travail qui peuvent accompagner. Mon conseiller France Travail, suite à mes différents burn-out, m'a conseillé de faire des stages d'immersion pour découvrir d'autres environnements, car le problème n'est pas mes compétences. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. On peut vous accompagner. D'ailleurs, on travaille avec les services de santé au travail pour qu'ils puissent orienter des gens vers nous. On peut vous accompagner pour que vous puissiez aller vers un autre projet professionnel. Donc, on va vous aider à identifier des financements pour votre nouveau projet si ce projet passe par une formation. On va aussi mettre en place des immersions, donc effectivement, pour que vous alliez tester d'autres secteurs d'activité et d'autres organisations. Donc ça, c'est très important. Vous allez pouvoir sortir voilà, dans la phase d'immersion de l'état dans lequel vous vous trouvez. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a d'autres organisations, il y a d'autres choses. Donc ça peut aussi vous aider à aller vers un autre projet. Ça peut se faire à rythme lent, parce que les situations de burn-out, de mal-être au travail, c'est des situations de souffrance. Donc ça peut se faire à rythme lent. Et voilà, c'est important. Il y a autre chose qui est important, c'est que dans ces situations-là, vous pouvez contacter les assistantes sociales de la CARSAT.
qui peuvent aussi vous accompagner, et ça peut être un accompagnement important aussi. Elles peuvent mettre en place un essai encadré, c'est-à-dire tester si vous êtes en capacité à retourner dans l'entreprise ou sur un autre poste suite à une situation de mal-être. Et elles peuvent aussi vous mettre en relation avec des psychologues. Donc c'est important aussi d'avoir en tête que vous pouvez contacter la CARSAT. Alors, le dernier cas qu'on va voir, c'est le burn-out. Donc, on a vu le burn-out, le bore-out et maintenant le brown-out. Donc là, le burn-out, il est caractérisé, donc il est moins caractérisé par les notions de surcharge ou de sous-charge de travail. Il est caractérisé par la perte de sens au travail. Donc c'est lorsqu'on va considérer que son travail est absurde, un métier c'est un métier qui ne vous intéresse plus, qui est fait de tâches répétitives, par exemple, qui n'ont pas d'intérêt. Ça va être de manière un peu plus fine. Ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à vous situer dans un collectif, c'est-à-dire que ce que vous faites, vous ne voyez pas le sens que ça a dans l'organisation collective de l'entreprise, et vous ne voyez pas non plus le sens que ça peut avoir, aussi encore plus loin, dans la société. Vous n'y trouvez pas de sens, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou plus globalement à l'intérieur de la société. Donc, incompréhension des finalités et objectifs de ce que vous faites. Donc, par exemple, ce serait de renseigner des données, mais que pour vous, derrière, ça n'a aucun sens. Donc, pathologie qui est la conséquence directe des bullshit jobs. Donc ça, c'est un livre qui a été écrit par David Graeber, où il décrivait en fait au sein de certaines organisations du travail le fait qu'un certain nombre de postes ou de métiers n'aient plus aucun sens. Donc là, c'est la situation de quelqu'un qui va avoir des compétences, qui va se sentir fonctionnel, actif, mais qui vit un sentiment d'absurdité dans son travail. Donc, si la personne répond non à ces 3 questions, le travail que vous effectuez vous satisfait-il actuellement? Ou si vous-même vous répondez ça à ces 3 questions, comprenez-vous la finalité de vos activités et leur intérêt? Vous sentez-vous en cohérence avec la politique de votre entreprise? Donc, voilà, si ces 3 questions, vous répondez non, vous pouvez être dans une situation de burn-out. Ça peut être une situation aussi où cela ne correspond absolument pas à vos valeurs. Voilà, ça peut être un cas de figure où il y a un différentiel de valeurs entre les valeurs de l'entreprise que vous voyez et vos valeurs à vous. Donc pareil, on va toujours trouver un peu des symptômes qu'on retrouve dans les 3 cas de figure. Donc perte de plaisir dans l'activité, accumulation de tâches, de messages, perte de confiance dans les relations, procrastination, dépréciation de soi parce qu'on n'est plus en phase et on a l'impression que ce qu'on fait n'a pas de sens, fatigue et perte de recul. Pareil, les interlocuteurs qu'on va essayer de trouver, ça va être les RH, les CSE, les managers, la médecine du travail, et vous pouvez aussi contacter, comme on l'a dit dans les cas précédents, le conseil en évolution professionnelle pour aller vers d'autres projets. Donc, il y a toujours les mêmes questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui a un sens pour moi? Est-ce que je suis toujours compétent? Quelles sont mes motivations et mes valeurs? Donc, par exemple, un bilan de compétences pourra vous permettre aussi de travailler ces questions. Donc, le bilan de compétences, il faut le financer par un CPF ou
Voilà, il faut trouver une source de financement, mais vous pourrez, par exemple, travailler ces compétences, ces notions-là dans un bilan de compétences. Vous pourrez aussi les travailler dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Ah, une partie de ces questions-là. Voilà, donc comment retrouver des sens en essayant de positiver, de planifier un peu pour sortir de cette situation, d'avoir de l'aide, donc auprès de soit de la médecine du travail, de psychologues, faire un bilan de compétences, aller voir un conseiller en évolution professionnelle. Donc voilà, ce sont quelques pistes. Alors, je vais vous présenter le conseil en évolution professionnelle, mais je vais essayer de partager un peu ce qu'on voit dans les commentaires. Faut-il être en arrêt maladie pour solliciter la CARSAT? Non, mais leur mission, les assistantes sociales de la CARSAT vont plutôt accompagner les salariés en arrêt maladie. Mais vous pouvez tout de même les solliciter si vous êtes en situation de souffrance ou de mal-être, d'être proche d'un arrêt maladie, mais les missions des assistantes sociales, c'est plutôt d'accompagner les personnes en situation d'arrêt maladie. Nathalie, je croyais que le bilan de compétences n'était plus finançable via le CPF. Si, le bilan de compétences est toujours finançable par le CPF. Il avait été évoqué par le gouvernement pendant l'été qu'il ne le serait plus, mais ils sont retournés en arrière et le bilan de compétences est toujours bien finançable par le CPF. Frédéric, une perte de sens peut être associée à une compréhension. Alors, peut-être associée à une compréhension, pardon, le truc qui s'efface. Des finalités, mais une démotivation pour les actions à mettre en œuvre et pour y parvenir. Oui, tout à fait, on pourrait qualifier ça de burn-out, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est où vous allez comprendre les finalités, mais l'organisation pour les atteindre n'a pour vous pas de sens. Donc effectivement, il y a aussi une perte de sens dans ce cas-là. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont partagé des liens et on vous en remercie. Ok. Alors, l'ACRAMIF a pour mission... Ok, alors il y a tellement de questions. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a mis le numéro de téléphone de la CARSAT, effectivement, c'est tout à fait ça. L'assistante du service social de la CARSAT. Donc la CRAMIF a pour mission de prévenir, accompagner et réparer les fragilités liées à la santé, tant sociale que professionnelle. Donc Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Donc voilà. Après, ça peut être donc effectivement la CARSAT et les services sociaux de la CARSAT, tout à fait. Donc, il y a plusieurs liens juridiques. Ok. Donc, merci pour tout ce que vous partagez. Ok. Alors, quelle différence entre accompagnement interactif et APEC? Donc ça, je vais y venir tout de suite. Donc, le conseil en évolution professionnelle, donc c'est une mission de service public. Donc, c'est un service gratuit, donc qui est destiné, on va revenir sur les différents publics, qui est destiné, donc, dans le cadre d'Avenir Actif, aux salariés de droit privé et aux indépendants, donc pour faire le point sur la situation professionnelle et pour mettre en place, le cas échéant, un nouveau projet professionnel, une stratégie permettant l'évolution professionnelle ou le changement professionnel. C'est un service gratuit, confidentiel, donc qui est sollicité par le salarié et dont l'employeur n'a pas connaissance. L'employeur n'en aura connaissance que si le salarié souhaite partager cette information avec lui. C'est un service neutre, c'est-à-dire que le conseiller ne portera pas de jugement. De proximité, c'est-à-dire que le service il est rendu au sein de plusieurs structures et donc il est très étendu sur les territoires, quelle que soit la région, et personnalisé, donc le conseiller va s'adapter
à la situation de la personne, à son degré d'autonomie, à son rythme. Et l'objectif, c'est que la personne trouve sa situation, la solution de sa situation, hein. Donc c'est un accompagnement, voilà, personnalisé, qui a des valeurs de co-construction, c'est-à-dire que c'est la personne qui va aussi travailler sur son projet et prendre les décisions qu'elle estime les plus adéquates. Et le conseiller, voilà, va l'accompagner dans cette démarche. Donc, alors, Avenir Actif, nous délivrons le conseil en évolution professionnelle pour les salariés de droit privé et les indépendants. L'APEC délivre le conseil en évolution professionnelle auprès des cadres, sachant qu'un cadre peut également être suivi par Avenir Actif si c'est un cadre qui travaille, peut également être suivi par Avenir Actif s'il le souhaite. Et voilà, l'APEC est l'opérateur désigné pour les cadres demandeurs d'emploi ou qui travaillent dans le cadre du CEP. France Travail va accompagner les demandeurs d'emploi sur le CEP. Voilà, par exemple, ce sera Active Projet pour France Travail. Et donc, c'est le CEP pour les demandeurs d'emploi. La mission locale va accompagner les jeunes sur le CEP de moins de 26 ans. Et Cap Emploi accompagnera les personnes en situation de handicap lorsque le handicap est un frein à la mise en place du projet professionnel. Donc nous, Avenir Actif, nous accompagnons aussi beaucoup de travailleurs handicapés. Donc ça, voilà, ça va dépendre si le handicap nécessite des besoins de compensation. Et ce sera plus de l'ordre des compétences de Cap Emploi. Ça dépendra des cas de figure. Donc, on va accompagner les personnes voilà, sur tout ce qui concerne le professionnel, donc se former. Donc, quelle va être la formation la plus adéquate? On va travailler sur les compétences avec les bénéficiaires. Donc, quelle sera la formation la plus adéquate? Comment la financer? Pour les projets de reconversion, quel dispositif activer pour financer la reconversion? Tout ce qui est la question du dialogue avec l'employeur, par exemple, préparer l'entretien professionnel avec la personne pour qu'il affine son argumentaire auprès de son employeur, trouver un nouvel emploi. Donc, on accompagne aussi les gens sur la recherche d'un nouvel emploi en analysant le marché du travail, en travaillant sur les CV, les lettres de motivation, etc. On accompagne aussi sur la création d'entreprises, etc., etc. Donc, tout ce qui touche aux professionnels rentre dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, il y a un premier rendez-vous avec le conseiller. Ce premier rendez-vous va permettre de faire un état des lieux de la situation de la personne. Donc, voilà, quel a été son parcours professionnel, quelle est sa situation, comment elle a vécu son parcours professionnel. Voilà, et en essayant aussi de prendre en compte tout l'environnement de la personne. Et à l'issue de ce premier rendez-vous, le conseiller et le bénéficiaire décideront, enfin le bénéficiaire décidera ou non de poursuivre l'accompagnement pour la mise en place, voilà, pour la mise en place du projet. Et pour continuer la réflexion aussi, hein, c'est pas automatiquement à l'issue du niveau 1 qu'on va décider de tel projet. Voilà. Mais on va décider à l'issue du premier rendez-vous si l'accompagnement se poursuit. Enfin, le bénéficiaire va décider s'il veut poursuivre ou non l'accompagnement. Les modalités de rendez-vous, ça peut être en présentiel, donc à distance, par téléphone ou en visio. Donc il peut aussi y avoir des ateliers collectifs. Et le conseiller, en tous les cas, s'adaptera au rythme du bénéficiaire. Donc, il utilisera tous les outils à sa disposition pour accompagner le bénéficiaire. Donc, sa connaissance technique de tous les dispositifs, voilà, sa connaissance et ses liens avec l'écosystème de la formation professionnelle, avec Transition Pro, voilà, France Travail, la CARSAT, etc. Il pourra mettre en place des immersions. Donc, on active beaucoup d'immersions, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que les personnes puissent découvrir de nouveaux métiers, voilà, etc. Pour prendre un rendez-vous,
vous pouvez aller sur www.moncep.org et il vous sera proposé un rendez-vous au plus près de votre domicile ou de votre lieu de travail. Alors, on va voir. Ok, donc les conseillers APEC sont top et l'accueil est exceptionnel. Ok. Est-ce possible d'avoir accès à un CEP en tant que demandeur d'emploi en arrêt maladie? Si oui, comment? Alors, Christelle, si vous êtes salarié en arrêt maladie, vous êtes éligible au CEP des salariés et des indépendants. Donc, par exemple, donc Avenir Actif, par exemple. Si vous êtes demandeur d'emploi en arrêt maladie, vous êtes éligible auprès de France Travail. Donc, tout dépend quelle est votre situation, en fait, si vous êtes salarié ou si vous êtes demandeur d'emploi. En tout cas, tous les demandeurs d'emploi sont éligibles auprès de France Travail. À partir du moment où vous travaillez, vous devenez éligible auprès de l'opérateur des salariés. Combien de rendez-vous max pour le CEP? Alors, ça peut aller en totalité jusqu'à 13 rendez-vous, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que si vous arrêtez l'accompagnement et que vous le reprenez, ça peut même aller jusqu'à plus ou à moins, c'est plus complexe, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça peut aller jusqu'à 13 rendez-vous. Vous pouvez arrêter l'accompagnement, revenir ensuite. Donc, voilà, ça peut être plus, si ça peut être plus, en fait. Combien de temps avez-vous dit de temps d'accompagnement? Ouais, il n'y a pas vraiment de temps d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un premier rendez-vous qui dure 1 heure et après vous rentrez dans un accompagnement voilà, de deuxième niveau qui va d'abord se dérouler sur 6 rendez-vous. Voilà, ça va être vraiment au rythme du bénéficiaire et par rapport à ce dont le bénéficiaire a besoin. Après, il peut être renouvelé, cet accompagnement. Donc, voilà. Et dans le temps, vous pouvez l'arrêter, revenir ensuite. Alors, Christelle nous conseille un article, ok. Droit à disposition de formation pendant l'arrêt maladie. Ouais, alors, donc Christelle, j'ai appelé France Travail, ils ne veulent rien me dire tant que je suis en arrêt, je tourne en rond, tout à fait, c'est une situation qu'on a déjà remontée. Alors nous, l'Avenir Actif, moi je représente l'Avenir Actif, on ne peut pas suivre quelqu'un qui est demandeur d'emploi, donc effectivement on ne peut pas recevoir les gens d'arrêt maladie. On a eu plusieurs remontées, comme quoi France Travail ne voulait pas les recevoir non plus. Nous, c'est une donnée qu'on avait remontée auprès de France Compétences, mais voilà, effectivement. Pourriez-vous repasser la slide du tableau que mettre en œuvre pour Burnout? Alors. Voilà. Alors Nathalie, le webinaire initialement prévu demain est annulé, sera-t-il reprogrammé? Alors Nathalie, moi je ne savais pas qu'il y avait un webinaire annulé demain. Donc je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez aussi orienter vers le bilan de compétences? Alors, oui, à l'issue du premier rendez-vous, si le bénéficiaire et le conseiller va expliquer à la personne voilà, qu'est-ce qui va être travaillé au cours d'un bilan de compétences, qu'est-ce qui pourrait être travaillé dans l'accompagnement CEP. Si le bénéficiaire et le conseiller estiment qu'il est préférable pour lui d'aller vers un bilan de compétences, le conseiller va lui donner des outils pour comparer l'offre de bilan de compétences et choisir l'offre la plus adaptée. Il va l'aider aussi à trouver les financements. Alors, pourquoi le numéro de sécurité sociale est-il demandé? Donc, le numéro de sécurité sociale dans le cadre du CEP est effectivement demandé. C'est obligatoire pour bénéficier du service. C'est une donnée qui reste confidentielle. C'est pour, en quelque sorte, ouais, ça fait partie de l'éligibilité. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale français pour bénéficier
du service. Bon, les personnes étrangères qui vivent en France ont accès au service parce qu'ils ont un numéro de sécurité sociale. Voilà, mais c'est un service d'État et bon, c'est une mission de service public, j'imagine que c'est pas. Alors, Émilie, j'ai rendez-vous avec un conseiller APEC fin de mois. Mieux vaut alors que je demande plutôt un rendez-vous avec un CEP. Donc, Émilie, si vous êtes cadre, vous pouvez tout à fait être suivie par l'APEC au titre du CEP. Y a-t-il une durée imposée ou c'est au cas par cas? Donc non, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'accompagnement va être mis en place selon les besoins et le rythme du bénéficiaire. Alors, le CEP peut aider à préparer un entretien avec son employeur pour mettre en lumière ce qui ne va pas et proposer des solutions. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça fait partie des missions du conseiller CEP, tout à fait. Le CEP vous renvoie vers l'APEC si vous êtes cadre, non. Le bénéficiaire choisit, le bénéficiaire est tout à fait libre de choisir entre l'APEC et Avenir Actif. Selon les régions, donc là, Avenir Actif, c'est l'opérateur, voilà, par exemple, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les régions, l'opérateur des salariés de droit privé indépendant n'est pas le même. En tout cas, le salarié cadre est libre de choisir entre l'APEC et l'opérateur des salariés. Ok. On a un peu tout balayé. Je vais regarder les messages de la fin. Alors, je suis cadre mais demandeur d'emploi. Là, je vous conseille, par exemple, d'aller à l'APEC. Vous pourrez être suivi au titre du CEP auprès de l'APEC. Donc, l'APEC peut suivre les salariés ou les demandeurs d'emploi cadres au titre du CEP. Donc, merci beaucoup. Donc, on va clore ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention, pour tout ce que vous avez partagé aussi au cours du webinaire, les liens, vos témoignages. Donc, c'est intéressant. Vous êtes nombreux, on ne peut pas lire tous les témoignages, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, merci pour votre participation.